Une fois encore, la Chine change. Alors peut-être politiquement, avec le renouvellement de ses dirigeants, mais sûrement économiquement, car il y a plusieurs signaux qui indiquent que les 30 glorieuses qu'elle vient de vivre sont maintenant derrière elle. Or, on le sait, tout changement interne en Chine a désormais des conséquences mondiales. Regardez ce premier graphe. Il nous montre l'évolution du produit intérieur brut chinois ces 50 dernières années. Et le démarrage, on le voit sur la courbe, c'est le début des années 80, avec les réformes économiques lancées par Deng Xiaoping. Ainsi, de 1980 à 2004, environ 500 millions de Chinois seraient sortis du seuil de pauvreté, qui est de 1 dollar par jour et par personne, selon la Banque mondiale. Or, 500 millions de Chinois, cela représente tout de même 7% de la population mondiale, ce qui mécaniquement a entraîné une réduction de la pauvreté à l'échelle mondiale. En fait, sur une cinquantaine d'années, le taux de croissance moyen du PIB chinois a été d'environ 8%. Mais une telle croissance a aussi des conséquences négatives. On va donc tenter de repérer quelques signes qui montrent un essoufflement de l'économie chinoise. D'abord, le modèle de croissance chinois s'est largement reposé sur la demande extérieure. Les exportations de marchandises se dirigeant principalement vers l'Asie et l'Océanie, vers l'Europe et vers l'Amérique du Nord. Or, la crise économique mondiale a entraîné une chute de croissance des économies américaines, européennes et asiatiques, révélant ainsi la trop grande dépendance de la Chine vis-à-vis de la bonne santé économique du reste du monde. Conséquence de cette baisse de la demande mondiale, le taux de croissance du PIB chinois a sensiblement baissé en 2008. C'est ici le premier symptôme d'essoufflement de l'économie chinoise. Deuxième symptôme, cela concerne l'énergie. Regardez cet autre schéma. Il nous montre le différentiel sur les 20 dernières années entre les capacités de production de pétrole de la Chine et la consommation. Et on le voit, l'écart est grand et il est appelé à se creuser, principalement sous l'effet du développement économique et de l'urbanisation. Ainsi, en 2035, la Chine représentera 30% de la demande mondiale d'énergie, et le paradoxe, c'est que par sa demande grandissante, le pays lui-même contribue à l'augmentation mondiale des prix du pétrole et ainsi s'auto-pénalise. Donc sa consommation d'énergie représente à la fois et un moteur et un frein pour son développement. Le troisième symptôme d'essoufflement concerne l'environnement. Regardez maintenant la courbe de l'augmentation des émissions de CO2, qui est la directe corrélation de ce qui précède. La Chine a dépassé les États-Unis dès 2006 et elle est devenue la première puissance émettrice de CO2 et elle devrait quasiment doubler ses émissions d'ici 2030. Or, en 2011, elle a refusé, lors de la conférence de Copenhague sur le climat, de mettre en œuvre des normes internationales contraignantes sur les émissions de CO2. En fait, la Chine a sur ce dossier une posture strictement nationale qui ne correspond ni à l'ampleur de son impact sur l'environnement mondial, ni à la volonté de prendre des responsabilités internationales. Et même si elle investit massivement dans les énergies renouvelables, en particulier dans le photovoltaïque, c'est avant tout parce qu'il s'agit d'un secteur économique prometteur. Les motivations de la Chine sont en fait beaucoup plus économiques qu'écologiques. Quatrième symptôme d'essoufflement économique, l'aggravation des inégalités dans le pays. En 20 ans, le modèle de croissance chinois a créé de nombreux déséquilibres. Il y a d'abord d'importantes inégalités de revenus entre les grandes villes qui bénéficient du développement économique et le reste du pays, jusqu'alors délaissé par les pouvoirs publics. Et puis regardez cet autre document qui est très intéressant, il date de 2009. C'est une carte anamorphosée, c'est-à-dire que la taille des provinces chinoises est représentée proportionnellement au nombre d'habitants. Vous voyez, la population est très inégalement répartie sur le territoire chinois. Elle se concentre principalement sur le littoral et demeure assez faible à l'ouest du pays. À cette inégalité de répartition démographique se superpose une inégalité de richesse. Les provinces les plus foncées sont celles où le PIB par habitant est le plus élevé, et les plus claires, celles où il est le plus faible. Alors on le voit très bien, la production de richesse est beaucoup plus importante dans les provinces côtières par rapport au centre, ou plus encore à l'ouest du pays. Alors pourquoi? Eh bien parce que c'est là qu'à partir des années 80 ont été implantées les premières zones économiques spéciales.
Les régions du littoral ont ainsi capté l'essentiel des investissements publics et étrangers. Et la croissance induite a généré des inégalités, créé des tensions et des conflits ouverts à l'intérieur même de ces zones. Les revendications portent sur les salaires, la pollution, les droits sociaux, la corruption et plus rarement sur les droits démocratiques, sujet qui, on le sait, reste tabou en Chine. Cette pression sociale a eu aussi pour conséquence une hausse des salaires. Par exemple, entre 2009 et 2011, le salaire minimum dans la province du Guangdong a augmenté de près de 20% par an. Alors, est-ce que la Chine risque de perdre progressivement cet avantage d'une main-d'œuvre à faible coût? La hausse relative des salaires, en effet, a poussé de nombreuses entreprises et chinoises et étrangères à délocaliser leur production vers d'autres pays d'Asie. Foxconn, sous-traitant d'Apple, a ainsi réorienté une partie de sa production vers le Vietnam. Et nombre d'entreprises du textile sont parties vers le Bangladesh, où les salaires sont nettement moins élevés. Bien, résumons nos diagnostics d'essoufflement. Inégalité et instabilité sociale relative, préoccupation environnementale, dépendance énergétique, baisse de la demande extérieure. Alors les nouveaux dirigeants chinois sont contraints de revoir partiellement leur modèle économique. Car il y a une inquiétude autour des prévisions de croissance. On peut le déduire en regardant ce schéma prévisionnel pour les 20 prochaines années. Le taux de croissance annuel moyen aujourd'hui est de 8,6%. Il serait de 7% à la fin de la décennie, puis tomberait à moins de 6, puis à 5% d'ici 2030. Et si ces projections sont exactes, la baisse est très nette par comparaison avec les années 2000. Or, si la croissance ne se maintient pas à un niveau suffisamment élevé, il y a risque de tension sociale, car le pacte tacite, c'est-à-dire la direction politique pour le parti, en échange de la garantie de croissance pour tous, serait rompu. Et bien face à cela, une première réforme a été entreprise depuis le début des années 2000, c'est ce qu'on appelle la politique du Go West. Cette politique est liée au territoire et se comprend en reprenant notre carte anamorphosée. On l'a vu, les zones côtières sont plus densément peuplées et plus riches que la Chine de l'intérieur ou la Chine de l'Ouest. C'est aussi dans les provinces côtières que les hausses de salaire ont été les plus importantes. Or, à l'intérieur du pays, il existe un énorme réservoir de main-d'œuvre, moins cher que sur les côtes. Donc les dirigeants vont orienter les investissements vers l'intérieur de la Chine avec 3 objectifs. Poursuivre le développement du pays, conserver l'avantage de l'offre d'une main-d'œuvre bon marché, et enfin dissuader les Chinois de l'intérieur de migrer vers les villes des provinces côtières. L'ambition, en somme, est de redéployer le système productif chinois vers l'ouest grâce à une sorte de délocalisation interne. C'est cela ce qu'on appelle la politique du Go West. Cette politique d'aménagement du territoire s'accompagne d'une vague d'investissements publics dans les infrastructures de transport. Bien, revenons maintenant à une carte de géographie physique, où nous faisons figurer les lignes ferroviaires à grande vitesse. Pour l'année 2013, 79 milliards d'euros en investissement public devraient être engagés dans ce secteur. Ils permettront, entre autres, la construction de nouvelles lignes qui s'inscrivent dans cette politique du Go West. Autre défi de taille provoqué par la croissance chinoise, la pollution atmosphérique. Circulation automobile de plus en plus dense, utilisation du charbon dans les usines ou les centrales électriques. On estime que la pollution atmosphérique serait aujourd'hui la première cause des mécontentements et des manifestations, et ce, dans plusieurs grandes villes du pays. Selon une étude britannique parue en décembre 2012, la pollution atmosphérique serait le 4e facteur de risque de décès en Chine. Elle aurait causé la mort prématurée d'1 200 000 personnes en 2010. Alors, quelle est la réaction du pouvoir chinois face à ce problème majeur? On voit là, sur ce graphique, le budget alloué à la lutte contre la pollution environnementale qui a été multiplié par 4 entre 2001 et 2009. Le gouvernement a par ailleurs annoncé qu'il allait investir 12,5 milliards d'euros pendant 3 ans pour lutter contre la pollution qui sévit à Pékin. Mais attention, ce sont des données difficiles à calculer et à vérifier, et donc elles doivent être prises avec prudence.
Vous voyez, tous ces éléments font apparaître que la réforme économique va précéder la réforme politique, du moins s'il y en a une. En tout cas, les dirigeants chinois vont poursuivre la libéralisation des prix et on ne peut pas leur reprocher de ne pas avoir déjà libéralisé le système financier chinois pour l'ouvrir totalement au grand vent de la finance internationale quand on constate les dégâts que celle-ci entraîne à l'échelle mondiale. Puis deuxièmement, on ne peut plus voir la Chine comme un pays émergent. Son économie a des impacts mondiaux et elle est face à des problématiques identiques aux nôtres, notamment sur le plan social et sur le plan environnemental. De toute façon, nous imaginons toujours des changements en Chine à l'aune de notre propre vision, soit inscrits dans des cycles, soit inscrits dans des ruptures brutales, soit en fonction de ce que nous redoutons, soit parce que ça nous arrange d'avoir peur de la Chine. Eh bien, rassurez-vous, la Chine continuera à nous surprendre. Sur ce pays passionnant, vous pouvez lire Le Grand Livre de la Chine par Claude Chancel et Lubin Liu Legris aux éditions Erol. C'est un bon outil pour une première approche de la Chine. Vous pouvez lire aussi Chine, l'envers et l'endroit par Éric de la Maisonneuve aux éditions du Rocher. Ce sont les défis que soulève cette croissance chinoise. Vous pouvez lire aussi Que veut la Chine, de Mao au capitalisme par le sinologue français François Godement aux éditions Odile Jacob. Et puis également aux éditions Odile Jacob, La Voix chinoise, Capitalisme et Empire, de Guo Bai et Michel Aglietta.